Je lui ai dit au revoir. Et dès qu'il est sorti de l'immeuble, ils lui ont tiré dessus. Vous venez d'où? Descendez de la moto. On est toujours contre la Camorra. C'est le neveu d'un chef qui l'a écrit. Je faisais partie de ces gens qui étaient obligés de payer deux fois, à deux clans différents, la famille Ascione et la famille Birra. Si vous cachez de la drogue, on va la trouver. Mais pas du tout. Pourquoi je devrais vous mentir? Voilà, ça, c'est la place de vente. Normalement, les places sont gérées par les familles qui surveillent le business. Regardez là sur la gauche. C'est l'un des groupes qui contrôle le territoire. Cette dose-là, on la vend ici à 30 €. C'est 2 sniffs. Il y a le père Peppino Diana, tué par la Camorra. Et là, nous avons Gianluca Siminiero, une autre victime de la Camorra. C'est de l'amiante. Qui laissé comme ça est très dangereux. Ça, en revanche, c'est du bitume, le matériel utilisé pour faire le toit des maisons. J'étais sur le scooter, je parle avec des potes, ils arrivent, ils nous tirent dessus. Ils étaient en voiture. Oui, en voiture. Bienvenue à Naples, une des plus grandes cités méditerranéennes. Avec près de 4,5 millions d'habitants, l'ancienne capitale du royaume des deux Siciles est devenue la ville la plus dangereuse d'Italie. Corruption, raquettes, drogue, trafic d'ordures, la mafia contrôle tout, c'est devenu le royaume de la violence. Direction les quartiers nord, à Scampia. Immortalisée par le film Gomorra, cette cité dortoir est le fief de la Camorra, la mafia napolitaine. Ici, tout le monde a un lien étroit avec le milieu. Davide, comme tous les gamins du quartier, y a commencé très tôt sa formation de truand. Si on vient ici, à la recherche de la laideur, de la méchanceté, c'est facile à trouver. J'ai compris que je ne pouvais plus être un enfant quand j'avais 9 ans. Parce que les adultes, les gens de la Camorra, se servaient de nous pour transporter des armes d'un immeuble à l'autre. Parfois, c'était de la drogue et de l'argent. J'y ai pris du plaisir, j'étais fasciné. Peu à peu, dans mon imaginaire d'enfance, ces gens ont commencé à devenir plus importants que ma mère. Le véritable crime dans un quartier difficile comme Scampia, c'est de ne pas permettre aux enfants d'être des enfants. Avec un taux de chômage de 75%, la Camorra recrute sans grosse difficulté. Alors quand on est jeune et désœuvré, la seule solution, c'est l'illégalité. Un jeune de 20 ans qui travaille pour la Camorra, c'était il y a 20 ans un enfant sans défense, sans protection. On fait des conneries, on tue des gens, on vénère le chef, on l'appelle mon oncle. On suit ces gens comme des cons. J'ai dit à des jeunes qui voulaient être camorristi, pour être camorrista, il ne faut pas avoir des couilles, il suffit d'être con. Les gens qui entrent dans le système sont déjà morts et ils ne le savent pas encore. Ça ne vaut vraiment pas la peine de gagner des paquets de fric que tu ne pourras jamais dépenser. Après des années à faire le truand et pas mal de problèmes, Davide a fui dans le nord de l'Italie. À son retour, il a décidé de créer un centre pour les enfants, pour les aider à ne pas devenir comme lui. À 17 ans, j'avais réussi à me créer un nom dans le quartier et dans le clan dont je faisais partie. C'est pour ça qu'ils m'ont tendu une embuscade, pour essayer de me tuer. J'ai passé 40 jours à l'hôpital.
Quand je suis sorti, je suis passé chez l'oncle. Il m'a donné 250 €. 250 € pour les 4 balles que j'avais reçues. Même si la violence est partout, et malgré peu de moyens, Davide réussit à donner de l'espoir aux jeunes. Allez, venez. Non, non. Et alors, rien. Bon, ne venez pas. Regarde-toi, tu es encore en pyjama. C'est ton pyjama, ça? Francesca, tu veux dire quelque chose sur le centre? On apprend à lire. Il y a beaucoup d'enfants. Avec Davide, on fait plein de choses. Il nous a fait comprendre plein de choses. C'est eux, les enfants, qui sont en train de changer le quartier. Ils ont confiance dans le futur, et nous avec eux. Noi siamo provocati dalla loro certezza e del cambiamento possibile. Davide a effacé la peur. Ecco. Pas facile de grandir tranquillement dans cet univers sale et délabré. Ces HLM des années 80, triste symbole de la déchéance de Scampia, doivent être détruits depuis des années. Le problème, c'est comment reloger les habitants. Regarde comme c'est beau, toute cette verdure. Sans avenir, les laissés pour compte de Naples préfèrent se débrouiller entre eux, sans se soucier de la légalité. Les institutions ne font rien. Ils trouvent des excuses pour dire qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ne s'intéressent pas au quartier, aux gens qui y habitent. Ils ne font rien. Les politiques n'ont toujours pas la confiance des gens, parce que pendant des années, c'est la mafia qui s'occupait d'eux. La mafia organisait les enterrements, elle aidait pour faire les courses, pour faire du bricolage, réparer les escaliers, et puis il y a le jeune qui a besoin de son permis, la jeune fille qui doit faire la communion. Mais tout n'est pas perdu dans l'ancien supermarché de la drogue. Même si la guerre des clans continue, le trafic de drogue a nettement baissé ces 10 dernières années. La raison, une présence constante et discrète de la police. Pas de démonstration de moyens, c'est par deux que les policiers patrouillent. À Scampia, il n'y a plus d'endroit inaccessible. C'est sans crainte que Antonello et Antonio pénètrent dans les cités. Descends de la moto. T'es fatigué, non? C'est pour ça que t'étais assis comme ça. J'ai mal à la jambe. Bien sûr, la jambe. Mais j'ai rien fait. Salut les gars. Je parle avec lui. Alors, t'as trouvé du boulot ou pas? Non. Non? J'attends. Ah bon? Et la jambe, comment ça va la jambe? Explique ce qui t'est arrivé. Ils m'ont tiré dessus. Il a été blessé lors d'une embuscade. Ils ont tué son chef. Explique, comment ça s'est passé? J'étais assis sur le scooter, je parlais avec des potes, ils sont arrivés et ils nous ont tiré dessus. Je suis plus dans le milieu. Mais si, tu bosses encore. Allez, combien tu te fais par jour? Honnêtement. Honnêtement. Je sais pas, 30 €. 30 € par jour? 30 €. 30 € par jour? C'est comme ça. Je te crois pas. C'est vrai, tu crois que je mens? Tu me connais depuis que je suis petit. C'est pas vrai. Il y a des policiers partout. Bon, on monte? Allez, ciao. Je t'ai jamais menti. T'inquiète pas, fais gaffe. Tu me connais. Ciao. Respecté et craint, depuis 17 ans, il contribue à nettoyer l'enfer. Chaque jour, les policiers mettent la pression sur les dealers.
Avant, la drogue était partout, dans les moindres recoins. Ici, il y avait un ascenseur. Ça a été muré pour ne pas faire déborder les ordures qui sont à l'intérieur. Souvent, ils cachent la drogue dans les ordures. Salut les gars. Il y a pas mal de petits sacs. La drogue est cachée partout. Regardez comme c'est pourri ici. Regardez par là. Tout ça, ils l'ont peint pour éviter le reflet de la vitre. Parce qu'ici, ils vendent. Maintenant, il n'y a personne parce qu'ils savent qu'on est là. Mais dès qu'on part, ils se regroupent. Ils se cachent ici et à travers ce trou, ils regardent si la police arrive. Eux, ils peuvent nous voir, mais nous, on ne peut pas les voir. Dans ces cités, tout le monde travaille pour la mafia, le système comme ils disent. Au détour d'un escalier, nous croisons une dame. Antonello connaît tout le monde et le dialogue est une arme redoutable. Ils l'ont tabassé. Je le sais, tu me l'as dit. Je l'ai rencontré et il me l'a dit aussi. Ça y est, il bosse. Qu'est-ce qu'il doit faire d'autre? Il n'a menacé personne. Il a un boulot. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est l'unique chose qu'il peut faire. Avant, cette dame faisait à manger aux dealers. Aujourd'hui, elle est très en colère contre les gens qui ont tabassé son fils. Cette zone maintenant est sous le contrôle d'un autre clan. Ils sont en train de chasser les affiliés du clan qui a perdu, dont le fils de cette dame. Il a été obligé de se trouver un autre boulot. Il est vendeur ambulant maintenant. Avant, il gagnait 1000 € par jour. 2000 des fois, 2000 par jour. Maintenant, c'est environ 200 € par semaine. Un peu plus loin, l'officier a repéré un trafic. Je pense que là, il y a quelque chose, c'est sûr. Ils vendent de la drogue. Tu vois les guetteurs là? C'est dans ces anciens box, à l'abri des regards, que tout le trafic se fait. Parmi les ordures et les rats, les cachettes ne manquent pas. C'est ici qu'ils vendent. Regarde ici tous ces sacs. Il y avait des doses, c'est récent. Avant, si on trouvait la drogue, 100, 200, 300, 400, 500 doses cachées, on la laissait là, à sa place. Ensuite, on se cachait, par exemple, par là, et on attendait de voir qui venait la chercher. Au bon moment, on l'attrapait, la main dans le sac. Dans ces bas-fonds, on vient aussi pour consommer. Cocaïne, crack, héroïne, on trouve toutes sortes de drogues. Si on veut, on peut même se shooter discrètement dans un salon. Cet appartement était occupé par une famille à laquelle la mairie a donné un autre logement. Aujourd'hui, c'est utilisé par les toxicos, qui viennent ici consommer leur dose. Dans la puanteur de ces squats, quelques drogués tellement défoncés qu'ils sont incapables d'aligner 3 mots. Il y a quelqu'un ici?
qui? C'est la police. Ouvre la porte. Comment tu t'appelles? Arturo. Au revoir. La tournée d'Antonello continue. Petite visite de courtoisie à une vieille connaissance. On va voir un appartement. Lui, il vendait la drogue de chez lui. Les gens venaient ici et il leur donnait la drogue en restant derrière la grille. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Grâce au bracelet qu'il a autour de la cheville, on peut suivre ses mouvements. Avec le GPS, s'il sort de chez lui, on le sait tout de suite. Et on considère qu'il s'est évadé. Il m'a échappé 2 fois déjà. Il y était presque. Oui, j'y étais presque, mais il a jeté la drogue dans les toilettes, ici. T'inquiète pas, la prochaine fois... Mais non, j'ai rien fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Combien t'en as jeté? Rien. Je faisais faire pipi à mon fils. Et ta femme avait jeté le sachet. Mais non, il n'y avait rien dedans. Je sais plus combien de fois t'as tiré la chasse d'eau. Mais toi, t'étais là, alors que moi, j'étais aux toilettes là-bas. Tu ne m'as même pas vu, j'étais aux toilettes du fond. D'accord, c'est pas grave. Après cette petite récréation, retour sur le terrain. Objectif, trouver de nouvelles caches. Regardez là. Cette porte est fermée de l'intérieur pour nous empêcher, nous, d'y accéder de l'extérieur. Ils sont fermés ici. Ils planquaient l'argent dans des boîtes à l'intérieur des marches. La plupart du temps, les habitants étaient leurs complices, mais sinon ils s'enfuyaient ici par les toits, verrouillaient la porte et ensuite ils descendaient par cet autre escalier, sans aucun souci, tranquillement. À l'intérieur de l'immeuble, un ascenseur leur était réservé. Personne d'autre ne pouvait s'en servir. Ou alors il fallait leur demander la permission. Endiguer le trafic malgré la guerre des clans, un véritable travail de fourmi que font les 17 policiers de Scampia. Pour le commissaire Tartarelli, le bilan de ces dernières années est plutôt positif. Dans l'imaginaire collectif, Scampia reste encore l'un des plus grands marchés de la drogue en Europe. Toutefois, au cours des dernières années, les choses ont évolué. La vente des stupéfiants a baissé de 80%. Évidemment, ça ne veut pas dire que les clans ont arrêté leurs activités. Ils se sont tout simplement déplacés ailleurs. Au début de 2013, la guerre s'est terminée. Les clans ont ratifié un pacte pour se partager le territoire de Scampia et de sa banlieue. Un pacte qui garantit aujourd'hui encore la tranquillité du quartier. Un autre phénomène de ces derniers mois, c'est le racket. Les clans ont perdu beaucoup d'argent avec la baisse de la vente de la drogue. On pourrait dire que ça fait partie aussi de nos défis quotidiens en tant que police du quartier. Scampia presque nettoyé, il faut trouver une autre zone de trafic. Le nouveau supermarché de la drogue, c'est Parco Verde. Une petite cité au nord de Naples. La police n'y pénètre pratiquement plus. Comme à Scampia, tout le monde ici travaille pour la Camorra. Chef de place, dealer, guetteur, c'est en famille que l'on fait des affaires. Une fois la dose achetée, les consommateurs se droguent dans le bois d'à côté. Nous rencontrons Giuseppe, un dealer de cocaïne. Cette dose-là, on la vend ici à 30 €.
C'est 2 sniffs, oui. 2 sniffs. C'est un grossiste. Avant de vendre la drogue, il doit s'assurer de la qualité de la marchandise. Lui aussi travaille en famille. Vous voyez là, la coke, elle commence à monter. Le bicarbonate, en revanche, non. On voit déjà que c'est de la bonne qualité. Là, j'ai fait de manière artisanale, mais le frère de ma mère, qui a 65 ans et qui est retraité, il me sert de chimiste. Un test pareil, il le fait en 1 minute. Moi, je ne vends pas aux petits dealers. Je vends plutôt à des mecs qui, eux, ensuite, vendent dans la ville de Naples. Demain, par exemple, je vais vendre ces 500 grammes là. Chaque kilo, ça fait 3000 doses. Ça peut arriver que toute une famille soit impliquée dans le trafic. Les femmes, elles préparent les doses et le garçon, il les vend. De cette manière, c'est comme ça que je gagne 15 000 € par mois à peu près. Dans cette organisation criminelle, pas de place au hasard. Tout est cloisonné, hiérarchisé. Une véritable petite entreprise. Aujourd'hui, si tu as une place de vente, tu es considéré comme un boss. Ensuite, en dessous, il y a 2 gardes du corps qui l'accompagnent et le protègent des embuscades. Il vit 24 heures sur 24 avec le boss. Ils font tout ce qu'il dit. C'est lui qui commande la drogue. Ils sont toujours 2, parce qu'ils se partagent les tâches. Ils gagnent 5 000 € par mois. Ils font rien d'autre que ce qu'il leur est ordonné de faire. Après eux, il y a 5 tueurs qui restent chez eux. Ils sortent que pour des contrats. La drogue n'est pas le seul fléau de la région. À quelques kilomètres au nord, une zone connue sous le nom des terres de feu. Là, c'est la pollution qui pose problème. Au lieu de parler d'incompétence, parlons de collusion tout court. On doit le dire, ça. On doit parler de ceux qui sont impliqués, on doit donner les noms. Sans aucun souci, allez, tiens-moi au courant. Ciao. Depuis 10 ans, Vincenzo Tosti dénonce l'usage de ces terres comme poubelles. En arpentant ces décharges à ciel ouvert, le constat est terrible. Tout le monde vient déverser ses ordures et on ne trouve pas que des emballages ménagers. Là, on a des déchets de l'industrie du bâtiment. Évidemment toxiques. À l'intérieur de ces conteneurs, il reste encore de la colle pour le carrelage ou le parquet, qui, une fois brûlé, est terriblement toxique. C'est un désherbant. Il devrait être dans des décharges spéciales. Ces déchets brûlés non seulement vont polluer l'air, mais ils produisent aussi des substances toxiques qui, avec la pluie, peuvent contaminer aussi les sources d'eau. Ça, c'est de l'amiante, qui laissé comme ça est très dangereux, très dangereux. Ça, en revanche, c'est du bitume, un matériau utilisé pour faire le toit des maisons. Chaque jour, ce sont un peu plus de déchets qui s'entassent et personne ne les ramasse. Là, on voit mieux. Cette zone est devenue, on pourrait dire, célèbre à cause des incendies. Mais au cours des années précédentes, les usines du coin avaient déjà commencé à entasser ici des déchets toxiques. Ces usines travaillent évidemment au noir et donc ne peuvent pas stocker leurs déchets dans les décharges officielles. L'homme d'affaires qui, pour la destruction des déchets de son usine, paye, par exemple, 1 € le kilo, alors qu'il sait que normalement ça coûte 10 € le kilo. Comment ne sait-il pas où ces déchets vont partir? C'est évident que ce n'est pas dans des décharges légales. Au fil des années,
Les couches de déchets ont été recouvertes par la terre. Aujourd'hui, les agriculteurs cultivent leurs légumes sur des hectares d'ordures. Un désastre écologique qui profite à beaucoup de monde. Ce business a été offert à la Camorra. Mais ce n'est pas la Camorra qui le gère, ce sont les politiciens. À la Camorra. Mais ce n'est pas la Camorra qui le gère, ce sont les politiciens qui sont aussi les intermédiaires entre les lobbies et la Camorra. Dans cette région, on a eu une augmentation de 47% de maladies, telles que le cancer et la leucémie. Le problème, c'est que personne ne veut démontrer le lien entre ça et la pollution. Ça signifierait ouvrir les portes de l'enfer. Même si l'on condamne les sources d'eau, que l'on ferme certains terrains, le mal est déjà fait. Les habitants des environs sont particulièrement touchés par ce fléau. Anna Magri a perdu son fils il y a 5 ans. Ici, c'est Ricardo quand il est parti. En le ramenant à la maison, on a essayé de lui faire profiter de chaque moment. Quand il a eu 6 mois et 10 jours, nous sommes allés à l'hôpital Posillipo de Naples, un hôpital spécialisé en hématologie, et ils nous ont dit qu'il était atteint d'une leucémie lymphoblastique. À ce moment-là, on avait déjà enregistré quelques cas dans la région de Naples. Tout à coup, mon enfant faisait partie de ces cas. L'incompréhension a vite laissé place à la colère. La seule question à ce moment-là était « Pourquoi ? Pourquoi ça nous arrive à nous ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ?» Certains faisaient allusion à l'alimentation et je répondais « Mais Ricardo n'a pas mangé. Alors c'est moi qui l'ai empoisonné parce que je l'allais au sein. » On a commencé à se poser des questions. La seule chose dont on s'est aperçu était que beaucoup de mères d'enfants malades venaient des villages limitrophes et pas de la ville. Les feux toxiques faisaient partie de notre quotidien et nous voulions comprendre pourquoi ces enfants malades venaient presque tous de la même zone. Peu à peu, nous avons fait le lien et nous avons compris qu'on avait été complètement empoisonnés. Je ne sais pas comment je ne suis pas tombée malade, mais j'ai produit une fleur qui était malade. Io non so perché non mi sono ammalata io, ma ho prodotto un fiore che si è ammalato. Je n'ai pas encore vu une véritable intervention pour éliminer l'amiante, les déchets brûlés, pour bonifier cette zone et permettre finalement aux agriculteurs de pouvoir cultiver ces terres. Tout cela, moi, je ne le vois pas et c'est ce qui alimente ma rage. La vérité est désormais connue là-bas à Rome. Mais ils n'en ont rien à foutre de nous. C'est ça ma rage. Questa è la mia rabbia. Sangue e cemento. Sangue e cemento. È l'una lucida pistola, suonata a botta a volo, tutta in caricatore. Camarone un coppo cuore, mammaissimo perdono. Camarone signore quando fornisce sta storia. I flash in capo ancora, una fotografia a colore, luce in buono aglione. I capi casale dicono che è un buffone. C'est dans le village de Coppola que nous rencontrons Luca, un jeune rappeur. Tout a bien changé depuis son enfance. Le paradis est devenu un taudis. J'ai vécu ici une partie de mon enfance. C'était un endroit très beau, où les familles passaient leurs vacances. Évidemment, tout ce qu'on voit ici a été construit abusivement. Depuis quelques années, les intérêts de la Camorra et des institutions locales ont produit ça. La DC e tutto il resto è andato a finire come potete ben vedere
Mes chansons parlent aussi de ça, de cette terre merveilleuse qu'on a vraiment pourrie. Questa è una terra così bella, meravigliosa, ridotta veramente a un cesso. Regardez quel désastre, juste à côté de la mer. Ce que j'essaie de faire aussi, au travers de mes chansons, celles que j'écris, c'est de donner un espoir aux gens, de les inciter à reprendre leur terre, à lutter contre cette situation. Riprendiamoci, capito, la nostra terra, riprendiamoci il nostro spazio e condividiamolo in maniera giusta. Ce n'est pas facile quand il y a des intérêts, quand il y a de l'argent. Je trouve que les seuls responsables sont les pouvoirs publics. Lui qui n'a jamais côtoyé la mafia a décidé par ses chansons de protester, de dénoncer la violence. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas. C'est une chanson qui raconte un peu l'histoire du lieu. Et qui parle aussi d'amour. Ouais, ou cette partie qui fait, quand ils se tuent entre eux, c'est aussi une partie de mon cœur qui meurt. Ils se font la guerre et nous sommes les victimes. C'est ça. C'est la guerre de tout le monde. Ouais, la guerre des pauvres, on meurt nous aussi. Dénoncer la Camorra, ça veut dire dénoncer les liens qu'elle a avec le pouvoir, avec la politique. Je n'en ai pas après ceux qui travaillent pour la Camorra, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont aussi des victimes. J'ai écrit aussi quelque chose sur les victimes innocentes de la criminalité. Qui n'ont rien à voir avec ni l'un ni l'autre, mais dont le sang coule sur ces terres. Ce sont souvent des gens qui passent au mauvais moment, qui sont pris pour quelqu'un d'autre. Des vies qu'on ne pourra jamais récupérer. Environ 270 familles se font la guerre dans tous les quartiers de la ville. L'année dernière, cette vendetta a fait 62 morts. Les victimes collatérales sont de plus en plus nombreuses, comme le frère de Maria, assassiné en pleine rue. Ça, c'était le jour de son mariage. Là, un petit concert avec des copains. Il jouait de la guitare, il faisait du théâtre, il aimait faire plein de choses. La journée du 24 janvier 2005, il était 13h. C'était juste avant la fermeture de la boutique. 2 personnes sont entrées et ont tiré sur la première personne qu'ils ont vue. Malheureusement, c'était mon frère. En réalité, il cherchait le neveu d'un chef du clan des Scissionisti. Parce que c'était l'époque de la guerre entre le clan di Lauro et le groupe des Scissionisti. C'était une période difficile pour notre ville. À cause de cette guerre, il y avait des morts partout, chaque jour. Attilio adorait Naples. Attention à celui qui parlait mal de Naples avec lui. Il la portait dans son cœur. On a toujours pensé jusqu'ici que ces gens se tuaient entre eux, loin de chez nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça.
Je ne peux plus me mettre au balcon, je ne supporte pas les endroits avec trop de monde. Il y a des moments où je panique. Maria est enseignante. Elle connaît bien le mal-être de la jeunesse. On essaye de montrer le chemin à ces jeunes qui, souvent, une fois l'école terminée, ne trouvent pas de boulot et rejoignent la criminalité organisée. C'est le premier pas. C'est très important. Avant, on ne pouvait pas parler de certaines choses, on avait peur. Aujourd'hui, au contraire, il y a beaucoup de gens qui dénoncent, mais le chemin est encore long. Depuis le début de la guerre des clans, 161 personnes étrangères à ces luttes ont été assassinées. Rossana devait épouser Lino, 32 ans. C'est la plus belle. Il était sportif, avait la vie devant lui. Mais ce jour-là, il a été pris pour un autre. Il devait aller jouer au foot avec mon frère et ses copains. Il est arrivé ici vers 20h30 environ. Il est resté une petite heure avec moi. Ensuite, des amis lui ont demandé d'aller les chercher en voiture. Il devait alors partir un peu plus tôt. Je lui ai dit au revoir. Il a franchi la porte. Et dès qu'il est sorti de l'immeuble, ils lui ont tiré dessus. Celui qui a tiré, en fait, s'est trompé de personne. Il devait tuer un certain Domenico Guargiulo, le copain d'une fille qui habite encore en bas de chez moi. Il s'est rendu compte de l'erreur après la deuxième balle, mais il a continué et il en a tiré 12 autres. Rossana a longtemps eu peur, mais aujourd'hui elle n'hésite plus à dénoncer les coupables. La seule solution pour moi, c'est d'en parler. Il faut le dire. La Camorra existe. Elle est partout. On vit avec. Ce qui est arrivé à Lino est d'une extrême violence. Mais il y a aussi d'autres facettes de la Camorra qui restent inconnues. J'ai vu des enfants de 13-14 ans drogués et armés avec des couteaux. Moi, je veux pas d'enfants. J'ai peur. Je sens que je ne pourrai pas les protéger. Comment combattre cette criminalité si bien organisée? C'est le défi du tout nouveau directeur antimafia, Giuseppe Borelli. Très discret, c'est la première interview qu'il accorde. La caractéristique de la criminalité organisée napolitaine est d'être assez fragmentée. Le pouvoir est partagé par zones et par groupes qui contrôlent le territoire de manière très violente. Souvent, un clan essaye de chasser l'autre, manu militari, en perturbant l'ordre public. Le problème est encore plus complexe, avec les gangs qui contrôlent un quartier pendant une courte durée. Nous n'avons pas le temps de bien cerner leurs activités. Il est très difficile de les combattre. Cela implique la collaboration des habitants. Si par exemple, une personne dénonce tout de suite une extorsion, on peut arriver à éliminer le problème à la base sans laisser le temps au phénomène de se répandre sur tout le territoire.
dei nuovi assetti di potere che poi insomma, si svilupperanno nel tempo. Malheureusement, l'expérience m'a appris que ce sentiment est fréquent dans les moments de crise, économique ou sociale. Mais une fois la crise terminée, les gens retrouvent généralement leur indifférence. C'est fort dommage parce que la lutte contre la criminalité se développe sur le long terme. Cet ancien magistrat a été menacé de mort, comme tous ceux qui s'attaquent à la Camorra. La lutte anti-mafia est devenue un vrai casse-tête. Une mesure a fait ses preuves, la réquisition. Terrain, villa, appartement. Lors des arrestations, tout est saisi et reconverti. Comme cet appartement situé au sud de Naples. C'était l'appartement de Giovanni Bira, chef du clan Bira. Depuis plus de 30 ans, les rivaux historiques du clan Acione. La guerre entre ces deux clans a été très violente. Au cours de ces 10 dernières années, 60 camorristes ont été assassinés. Aujourd'hui, c'est une radio, Radio Siani, du nom d'un journaliste assassiné par la Camorra. Tout de suite après l'entrée, il y avait cette pièce qui était la chambre des enfants du chef. Maintenant, tout a changé parce qu'on a installé notre régie, notre espace technique. Ici, dans la cuisine de l'appartement, on a installé la rédaction. C'est là où on développe nos idées. Ceux qui nous rendent visite écrivent souvent quelque chose sur le mur, comme un souvenir. Parmi les messages qu'on trouve sur le mur, il y en a certains qui sont très touchants, comme celui-ci. On est toujours contre la Camorra. C'est le neveu d'un chef qui l'a écrit quand il est venu nous rendre visite. Il connaissait très bien l'appartement. L'emplacement de cet appartement était stratégique. Situé à la frontière de deux clans, le caïd pouvait tout contrôler. Ce n'est pas un hasard si le chef habitait ici au premier étage, car il aimait assister personnellement aux assassinats qu'il avait ordonnés. Drogue, armes, prostitution rapportent gros. Mais il y a aussi le racket, de plus en plus rentable. Aujourd'hui avec nous, Pasquale Del Prete, le vice-président de l'association anti-racket de la ville d'Ercolano. Bonjour Pasquale. Pourquoi avez-vous cherché l'aide de cette association ? Il faut dire que j'ai été victime moi aussi des extorsions. Parfois, ils ont organisé des attentats sur mes chantiers. Ils m'ont menacé, mais je n'ai jamais eu peur de les dénoncer. E quindi diciamo che in passato io ho sempre denunciato e immediatamente sono stato J'ai tout de suite porté plainte contre eux et j'ai contacté l'association anti-racket d'Ercolano. Grâce à ça et à la police, on est arrivé à arrêter les responsables. All'arresto dei miei estorsori. Alors Pasquale rend visite aux commerçants. Il les invite à dire non aux rackets. La lutte contre la violence, c'est aussi le porte-à-porte. Bonjour, ça va ? Ça fait longtemps. Ça va ? Ça va et toi ? Tu fais quoi là ? Tiens, ce petit sticker-là, ça indique qu'il s'agit d'un magasin propre.
qu'il n'est pas sujet aux raquettes. Je faisais partie de ces gens qui étaient obligés de payer 2 fois, à 2 clans différents, la famille Ascione et la famille Birra. Les 2 groupes venaient ici chercher leur argent, avec des modalités différentes, parce que la famille Ascione voulait être payée tous les mois, alors que la famille Birra encaissait 3 fois par an, aux périodes des fêtes, à Noël, Pâques et le 15 août. 100% des propriétaires des magasins d'Ercolano étaient soumis aux extorsions. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Les personnes qui l'ont dénoncé, comme nous, n'ont plus eu de soucis. Et on espère que ça va continuer comme ça. Ça dépend des institutions aussi, de la présence de la police sur le terrain, de combien de temps vont rester en prison les responsables. Notre force se trouve dans le groupe. Tous les chemins de la drogue mènent à Naples. C'est sur ces autoroutes que transite la drogue. Les petits dealers viennent des 4 coins de l'Italie. La police de la route veille. Bon, aujourd'hui, on va se placer sur l'autoroute qui relie le centre et le sud de l'Italie pour intercepter le trafic de drogue dans ces zones. Comme vous le savez, les suspects sont souvent des personnes qui ne résident pas dans la région et qui viennent ici pour acheter dans les grands marchés de la drogue de la ville de Naples. Je vous recommande de rester vigilant et bon travail. Ce genre d'opération, on les fait plus ou moins 10 jours par mois, quand on sait, comme par exemple aujourd'hui, qu'il y a un trafic de drogue intense sur l'autoroute qui relie Naples au centre de l'Italie. Les sujets que l'on contrôle sont souvent 2 par voiture. Ils n'habitent pas dans la région et n'ont aucune raison de se trouver ici. En général, il s'agit de drogués qui se chargent de venir à Naples pour acheter 30, 40 doses pour fournir le petit marché. En 2013, sur cette autoroute, une 50aine de personnes ont été interpellées en possession de drogue. Souvent, ils cachent la drogue dans leurs slips ou dans leurs chaussettes. En général, ils préfèrent l'avoir sur eux. Comme ça, s'ils arrivent à s'échapper, ils peuvent la jeter. En revanche, s'ils la cachent dans la voiture, ça devient plus difficile. À peine installé au péage, le lieutenant et ses hommes passent à l'action. Suivez mon collègue. À bord, un père et sa fille. Monsieur, vous pouvez descendre de la voiture, s'il vous plaît? Tirez le frein. D'abord, avant de commencer le contrôle, avez-vous des substances illicites sur vous ou dans la voiture? Vous parlez de quoi, là? De la drogue? Mais bien sûr que non. Posez les mains ici et écartez les jambes. Madame, descendez de la voiture, s'il vous plaît. Donnez-moi votre sac. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Je suis venue à Naples. Madame, avant qu'on procède au contrôle, avez-vous de la drogue sur vous? Avez-vous acheté de la drogue? Des précédents avec la justice? Non, je suis tout simplement un peu agitée. Vous avez des précédents avec la drogue? Non, absolument pas. Vous faites quoi dans la vie? Je suis coiffeuse. Chef, moi, je la crois pas. Hein. Elle raconte que des conneries, celle-là. Si vous cachez de la drogue, on va la trouver. Et pas du tout. Pourquoi je devrais vous mentir? Elle cache quelque chose.
Mais je ne sais pas si c'est une serviette intime ou quelque chose d'autre. Madame, écoutez-moi un instant. Vous cachez quelque chose dans la culotte, là? Ouais, non, pas du tout, je vous l'assure. Vous avez une serviette intime, c'est ça? Elle cache quelque chose, c'est sûr. Une fouille minutieuse de la voiture commence. Chaque recoin est observé. Tout est déballé sans ménagement. Regarde ici, à l'intérieur des boîtes. On fait ça parce qu'on a des soupçons sur ces gens. On ne croit pas qu'ils sont venus à Naples uniquement pour acheter ça. Il est probable que la fille cache de la drogue sur elle. Retour au commissariat pour une fouille au corps. Monsieur, attendez dehors, s'il vous plaît. Mais pourquoi je devrais... Allez, attendez dehors, s'il vous plaît. T'as caché quelque chose dans le soutien-gorge? Tu t'imagines même pas combien de filles se cachent la drogue entre les jambes. T'es obsédé par cette idée, putain. J'ai rien à voir avec la drogue. Par là, viens. Regarde tout simplement si elle a quelque chose là. Et regarde aussi dans le soutien-gorge. 7 000 11. La policière n'a rien trouvé. Non, mais c'était que du papier de toilette. J'ai fait tout le contrôle complet, mais il n'y a rien. Aucune saisie de drogue. Aujourd'hui, les dealers ont été plus malins que les policiers. Il faut de la patience, mais de toute façon, notre travail ne s'arrête pas ici. Chaque jour, il y a un nouveau défi. Retour à Scampia. Dans le Star Club Judo, Gianni Madaloni accueille des jeunes en liberté provisoire. Les gars, il faut faire gaffe. Il y a quelques jours, un enfant s'est blessé au visage. Ouais, c'est ça, avec un ballon de foot. Voilà, donc vous ne devez pas leur permettre de jouer au foot ici. Gianni a créé ce centre dans les années 80. Ces affiches que vous voyez ici représentent des histoires. Il y a le père Peppino Diana, tué par la Camorra. Il y a Don Bosco, qui a dédié sa vie aux jeunes. Et il y a mon fils Pino, le jour où il a gagné les JO. C'est le vrai modèle pour les jeunes ici, pas les chefs de la Camorra. Il y a aussi Gianluca, une autre victime de la Camorra. Ancien du quartier, Gianni essaye de réinsérer les délinquants. Aujourd'hui, il y en a 5 ici qui ont fait 8 ans de prison et qui maintenant sont en liberté provisoire. Les pouvoirs publics leur donnent la possibilité de sortir de prison, mais on ne leur offre pas une opportunité. C'est souvent les associations du quartier qui s'occupent d'eux et qui font le boulot des pouvoirs publics. C'est pour les éduquer au sacrifice, à gagner leur vie honnêtement. Grâce à des aides extérieures, il peut les payer 300 € par mois. Ça leur permet de survivre, ça leur apprend la culture de l'effort, du travail. Le sport joue un rôle important pour Gianni. Initié au judo, ils se rendent vite compte que tout n'est pas si facile. C'est bon, ça vous fait du bien. Pour la respiration et pour les muscles. Le sport sert surtout à donner une alternative à la criminalité. Il permet de sortir de ce système de la drogue, de la criminalité organisée qui offre de l'argent facile. Le sport, et surtout le judo, peuvent nous apprendre à vivre dans la légalité.
Le judo a des règles qu'on peut appliquer partout dans la vie. Sono principi del judo applicabili in qualunque parte del mondo. Ces détenus réapprennent à vivre. Pour la première fois, ils découvrent le respect. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais pas le choix. Ici, il n'y a pas moyen de gagner sa vie honnêtement. Il n'y a pas de travail. Il n'y a vraiment rien. J'ai été arrêté en 2010. Ensuite, le maître m'a proposé de faire un parcours ici avec lui. Et ils m'ont donné une liberté provisoire. Avant de venir ici, j'avais déjà quand même fait 4 ans de prison. Moi aussi, comme lui, je vendais de la drogue. J'ai été arrêté en 2005. J'ai fait 9 ans de prison. Les 2 derniers, je dois les passer ici. J'ai eu la possibilité de réfléchir un peu sur le passé. Questo è un percorso di riflessione. Ah, guarda, ti dico la verità. Prima quando facevo... Quand j'étais dans la criminalité et qu'en fait on était uniquement entre criminels, je me rendais même pas compte qu'il existait d'autres possibilités. Je savais pas qu'il y avait d'autres personnes. J'ai grandi parmi des criminels et ils m'ont donc éduqué comme un criminel. Mais maintenant que j'ai connu des gens différents et qui m'ont enseigné des choses que je ne connaissais pas, c'est maintenant que je peux vraiment voir la différence. Avant, vraiment, je n'avais pas conscience de tout ça. Si on l'avait rencontré le maître avant, va savoir. Peut-être on aurait été des champions de judo. À Scampia, ils sont encore peu nombreux à avoir choisi le sport pour tenter de s'en sortir. Il faudra encore des années d'efforts aux associations et à la police pour que les jeunes napolitains embrigadés par la mafia réapprennent à vivre en société. C'est grâce à eux que Naples pourra de nouveau faire rêver. En espérant qu'une nouvelle guerre des clans ne vienne pas tout gâcher.